qui ne nous connaissent pas encore, je vais commencer de toute façon par une petite mise en bouche, une introduction en vous présentant qui je suis. Donc moi, j'ai fondé We Are the Words. Bonjour Anne, bonjour Michael, bienvenue. J'ai fondé We Are the Words il y a une vingtaine d'années. Ce n'était pas le web, notre fonds de commerce, mais bien le print, les médias traditionnels. Et nous faisions déjà du marketing de contenu, de la rédaction professionnelle et du journalisme d'entreprise, de la traduction également. Et c'est vraiment aux alentours des années 2000 que nous avons pris le tournant digital. On travaille de manière assez méthodologique chez nous puisque tous nos projets sont découpés en 4 phases: comprendre, planifier, produire, optimiser. Ça veut dire même que quand un client, une agence ou un annonceur, vient nous voir pour produire du contenu web, pour alimenter un blog, et bien dans le choix des sujets et dans l'articulation du plan des contenus et du calendrier éditorial, on va effectivement essayer d'algorithmiser notre travail dans ces différentes phases et donc on ne produira rien sans avoir pris les bonnes décisions et ces bonnes décisions seront documentées par une bonne compréhension de la concurrence, des thèmes singuliers qu'on peut aborder, des requêtes SEO des utilisateurs, etc. Quel que soit le secteur et quelle que soit la dimension, la taille de l'annonceur, ça fonctionne. On travaille avec des TPE, avec des PME, avec des très grands groupes. C'est pas la taille et c'est pas le secteur qui fait la différence, puisqu'il s'agit, au fond, de considérer le contenu comme service, hein. C'est une notion qui émerge depuis quelques années en marge du SaaS, hein, le Software as a Service. On a également le CaaS, le Content as a Service. Et donc, c'est vraiment l'idée de travailler sur un contenu qui informe, éduque, divertisse pour répondre au fond à des questions. On sait que vos produits, vos services vont changer. Par contre, les besoins et les inquiétudes des utilisateurs, eux, ne changent jamais et c'est là-dessus que nous, on travaille pour proposer des programmes éditoriaux. Donc je disais là tout de suite que la base aussi aujourd'hui de cette articulation entre blog et newsletter est nourrie principalement par ce qu'on appelle l'inbound marketing. Je ne sais pas si pour tous l'inbound marketing est un concept qui est clair. Et donc l'inbound marketing, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement attirer les utilisateurs vers vous plutôt que d'y aller de manière intrusive et de manière persuasive. Donc on n'est pas dans la publicité traditionnelle, dans la promotion traditionnelle de toute boîte non sollicitée. On est davantage effectivement dans une stratégie qui vise à apparaître là où l'utilisateur a besoin de nous et donc forcément que le SEO et autres éléments de ce type-là vont entrer en ligne de compte. Et donc l'idée, regardez, c'est vraiment la meilleure manière de transformer des étrangers en clients et ambassadeurs. Alors comment ça fonctionne? L'étranger, alors étranger au sens où vous n'étiez pas pour cette personne top of mind dans sa recherche d'une information, donc vous n'étiez pas effectivement en haut des opérateurs auxquels il pensait. Et regardez que les moyens de l'attirer, c'est quoi? C'est du blog, c'est du média social, ce sont des mots-clés, ce sont des pages produits par exemple, mais aussi les FAQ ou des promosites, donc des pages web, d'accord? Bonjour Catherine, bienvenue. Ensuite, cet étranger, à partir du moment où il vient chez vous et qu'il trouve chez vous une information utile et intéressante depuis un article de blog, depuis un micro-contenu sur Facebook ou autre, eh bien, il se peut qu'il revienne, qu'il vous retienne dans ses favoris, qu'il réserve, comme on dit en cuisine, qu'il réserve votre contenu, pour un moment ultérieur, puisqu'on sait aussi que le phénomène, de décision, hein, la prise de décision est assez longue. C'est un trajet, le customer journey comme on appelle ça, le trajet de l'utilisateur, le voyage de l'utilisateur. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir transformer déjà cet étranger en visiteur, puis en prospect, puis en client, puis en ambassadeur. Et c'est là déjà que prend tout le sens d'associer un blog à une newsletter. C'est que pour que la personne qui est venue une fois sur votre site internet y revienne, il faut que vous vous rappeliez à son bon souvenir et donc il faut qu'elle devienne un visiteur. Et pour qu'elle devienne un visiteur, il faut effectivement qu'elle s'abonne à votre fil RSS, à votre newsletter, qu'il y ait un moyen de garder le contact avec elle. Ce peut aussi être effectivement qu'elle s'envoie par email l'article qu'elle vient de lire chez vous.
Alors quand on parle de strangers, attention, c'est vraiment l'idée, ça ne veut pas dire pour autant que, elle ne vous connaît pas. Je prends toujours l'exemple de Carrefour avec qui on travaille, les Carrefour Hyper, avec qui on fait des dossiers, très intéressants, notamment imaginons sur, la vous voulez acheter une Smart TV intelligente, avec laquelle vous pouvez vous connecter à internet, faire du streaming et cetera. Eh bien, vous ne pensez pas nécessairement à, Carrefour Hyper, pour acheter votre Smart TV. Mais si Carrefour Hyper propose un dossier bien ficelé, intéressant, avec une infographie, avec une checklist, les différents critères d'achat de la Smart TV, des comparaisons entre différentes marques et que donc vous ayez là une documentation qui vous aide dans votre trajet décisionnel pour choisir votre Smart TV, bah, il y a fort à parier que, effectivement, vous reteniez du coup Carrefour comme opérateur possible dans votre prise de décision. Donc l'intérêt, il est là. Et autant dire effectivement, quand vous voyez ici le blog en premier dispositif d'acquisition de transformation des étrangers, bonjour Marie, on voit bien effectivement que là, il y a une opportunité et on va voir que cette opportunité, elle va se poursuivre puisque la base, c'est le contenu. Le blog n'est qu'un dispositif, un canal. Regardez que de l'étranger aux visiteurs, on a après les call to action, des landing pages. Alors, landing page, typiquement, pour ceux et celles qui nous rejoignent, vous trouverez donc le PDF de ce webinar à cette adresse que je viens de mettre là, que je viens de publier. Et bien ça, typiquement, c'est une landing page, une page d'atterrissage. Mais cette page d'atterrissage, elle se retrouve où? Elle se retrouve dans des pages d'actualité de mon site internet We Are the World. Or, c'est un WordPress. WordPress est réputé effectivement comme outil de blogging. Et donc, on voit là que voilà, entre le canal, le dispositif technique derrière, les frontières s'estompent de plus en plus. L'important, c'est d'avoir une présence en ligne avec un dispositif qui vous permet d'actionner tous les leviers marketing, de faire du blogging, de faire des pages d'atterrissage avec des incitants à l'action, call to action, avec des formulaires, avec des prises de contact. Et si vous pouvez en plus y associer un CRM derrière, Client Relation Management, c'est encore mieux. On y reviendra. Et regardez que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez remplir cette landing page, cette page d'atterrissage, blog et newsletter du vos gagnants avec le PDF de ce webinaire. Si vous cochez la case recevoir les newsletters, que vous receviez les newsletters prochainement et que ces newsletters soient alimentés par des contenus de notre blog. Et là, on met en place la mécanique. C'est tout ça que je vais vous expliquer au cours de cette demi-heure ensemble. Alors, autre fait intéressant, c'est que je vous parle de content marketing et je vous dis voilà, aujourd'hui ma proposition c'est d'associer le blog et la newsletter. On verra que, et je l'ai dit et je le répéterai encore, le blog et la newsletter, ce sont des dispositifs, des canaux. Regardez qu'au sein même de votre blog et de votre newsletter, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors je vous prends ceci qui est pas mal, ceux qui font du content marketing, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le télécharger, ce tableau périodique du marketing de contenu. Les éléments clés du marketing de contenu. Regardez un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et encore parce que là, c'est un zoom sur ce tableau périodique. Vous voyez d'ailleurs que ça déborde un peu ici à gauche et là à droite, notamment les objectifs qu'on ne voit pas apparaître ici. Très très bien foutu ce tableau périodique. Qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous montre en fait que sur un dispositif de marketing éditorial comme le blog, il y a moyen de faire une tonne de choses. En format, vous pouvez y mettre des slides, vous pouvez y mettre des infographies, vous pouvez renvoyer vers de l'imprimé PDF à imprimer, des communiqués de presse, ce qu'on a tendance à moins faire sur un blog, mais à moins qu'on ait une section dédiée à la presse. On connaît aujourd'hui le regain d'intérêt pour le RP, qui d'ailleurs devient plus de la relation publique que du relation de presse, donc pourquoi pas. De l'applicatif, pourquoi pas, des types d'applications, des applis mobiles et autres. Du MOOC, comme je suis en train de faire maintenant, vous voyez tous ce que c'est. Le MOOC, c'est vraiment cette idée de faire du webinar et de faire du massive online open courses, c'est exactement ce qu'on fait ici. Des outils, ça va être des checklists, ça va être des templates, des modèles, des méthodologies, etc. Et puis du social, évidemment. Et le social, c'est quoi? Ça va être une session de chat, ça va être un meet-up, par exemple, qui est cet outil en ligne qui vous permet de faire des rencontres. Donc ça, c'est pour les formats. Alors, vous verrez qu'en type de contenu,
Très intéressant aussi à voir, c'est que sur un blog, on ne fait pas que des articles. Il y a moyen de faire des glossaires, de faire des, référentiels de data, des chiffres, des repères, de faire des analyses, des études, de faire, pourquoi pas, du storytelling de la fiction, des checklists, des sondages, de l'opinion, hein, des chroniques, les opinions, inviter des rédacteurs externes, des quiz, des tests, de l'expertise, de l'interview, des questions, et cetera, et cetera. Donc des statistiques, études de cas. Donc il y a moyen de varier la typologie des contenus. C'est bien souvent ce qui fait la richesse d'ailleurs de votre blog et ce qui va vous permettre aussi d'avoir beaucoup plus d'impact sur la granularité des besoins de vos cibles. Ensuite, on verra qu'il vous faut évidemment une stratégie de diffusion, que votre plateforme de blog ne sera pas unique, puisque derrière, il va falloir du Twitter, un lien avec pourquoi pas un microsite ou un site web pour renvoyer vers vos pages produits, on y reviendra, du YouTube, du Pinterest, de l'Instagram, et cetera. Donc voilà, je vais passer là maintenant cette slide parce que je vous invite vraiment à aller la voir calmement de votre côté, et de mettre en place une stratégie à partir de là. La seule chose qui, moi, m'importait de vous montrer, c'est qu'ici, je vais vous parler de blog, je vais vous parler de newsletter. Je veux juste que vous soyez sensible au fait que sur le blog, sur la newsletter, il y a encore une tonne de choses à faire pour que ça fonctionne, notamment au niveau de la stratégie éditoriale. Regardez juste en dernier lieu, les sentiments et les émotions que vous êtes, censés pouvoir produire et provoquer à travers vos articles de blog et à travers votre patrimoine éditorial, humour, glamour, sexy, choquant, surprenant, émouvant, dramatique, polémique, horreur, rêve, attendrissant, motivant, charmant, on voit là qu'il y a encore une richesse qu'on a tendance d'ailleurs un petit peu, malheureusement, à bouder, voire à négliger sur des blogs dont l'objectif est de faire du SEO, souvent, hein, du référencement éditorial et de l'acquisition. Je poursuis. L'idée également dans l'acquisition, c'est précisément de mettre en place un cercle vertueux. C'est-à-dire que le premier objectif de votre blog, ce sera évidemment d'atteindre ces étrangers dont on parlait tout à l'heure, de les engager. Une fois qu'ils sont engagés, d'activer leur intérêt pour vos produits et services, puisque la première chose qu'ils vont faire, ce ne sera pas ça, ce sera beaucoup plus pourquoi utiliser que mettre de «Oh mais ça veut pas», oh, vous rentrez dans le vif du sujet là, Sandra. J'ai bien dit blog, après j'appelle ça comme ça. Regardez que j'ai parlé de We Are the World, on est sur du WordPress. Aujourd'hui, la frontière entre le blog et le site est très ténue. WordPress, au départ, c'est du blog. Je dirais que c'est plutôt la partie blog de votre site. Et on reviendra sans doute sur cette question, effectivement, est-ce qu'il faut faire un blog à part et renvoyer vers un autre site et donc utiliser un nom différent ou sur vos pages actualités, sur un e-commerce, ça vaut le coup quand même de garder les pages actualités pour des actualités plus corporate, vos présences au salon, vos nouveaux produits, des changements dans vos conditions de vente, des promotions d'un type ou l'autre, et de garder une partie blog davantage sous un esprit magazine, j'ai envie de dire. Il y a peut-être, merci Anne, effectivement, le côté de l'humanité, de la proximité. Je pense que dans le dispositif éditorial, on est plus proche d'une créativité magazine et d'un média presse, plutôt que effectivement de cette espèce de, au fond, de dispositif corporate qui reste très, très, voilà, un peu formel quand on est sur les actus de votre site internet. Et puis, il n'y a rien à faire d'expérience, et on le voit dans les focus group qu'on organise, sur un site internet, les actualités, vos lecteurs ont tendance effectivement à y trouver des actualités de votre entreprise. Je vous donne le lien tout de suite, il est noté ici en haut, Raphaël, il suffit de remplir la landing page derrière le formulaire et vous y aurez accès. Donc voilà, Sandra, je pense qu'ici, l'idée, c'est pas de faire l'un plutôt que l'autre, ça va dépendre un peu de votre stratégie. Dans certains e-commerce, on a même créé des blogs à l'extérieur. Ça se faisait pas mal il y a 3-4 ans quand Google disait il faut faire du maillage avec d'autres, faut créer des écosystèmes, faire du maillage avec d'autres URL. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir rapatrier sur son domaine, sur son URL en faisant des sous-domaines, ce qui est très très bien. Mais on peut très très bien appeler ça, d'ailleurs, c'est peut-être pas un blog. Regardez que chez nous, chez We Are the World, ça s'appelle le journal. C'est pas un blog, et c'est pas des actus avec un client dans le domaine du vin et des caves à vin, les caves, vous voyez, les caves électriques, là, les caves d'appartements, eh bien, on a créé effectivement un magazine. Donc, c'est pas un blog en tant que tel. Le blog, ça reste un outil.
Donc voilà, donc l'idée, c'est effectivement de bien penser quand vous mettez je vous en prie, de bien penser quand vous mettez en place un dispositif de content marketing de type blog, c'est-à-dire de l'éditorial, des articles avec une récurrence, une fréquence, un calendrier, que vous ayez en tête qu'il s'agit effectivement d'atteindre vos cibles, de les engager avec vous, donc de vous assurer d'avoir du share, du partage, d'avoir des commentaires et cetera, d'activer du coup le lien aussi plus loin avec vos produits et services et puis de nourrir et c'est là que va intervenir effectivement dans ces 2 voilà, dans ces 2 stades ici, c'est là que va intervenir la newsletter notamment. OK? Alors je poursuis, donc slide suivante. Alors attendez, parce que là j'ai un petit souci. Hop, voilà. L'idée aussi, c'est que votre blog et votre newsletter vont vous aider à créer un écosystème qui va vous permettre du coup de mieux augmenter la portée de vos contenus et de plus effectivement générer de conversations ailleurs et donc d'avoir en plus d'accès direct, les liens commerciaux c'est une autre chose puisque là on est sur du Facebook Ads ou on est sur du SEA. Néanmoins, je peux vous assurer que faire un Facebook Ads sur un post, sur un billet qui fonctionne très, très bien, ça peut bien booster également votre trafic et donc là encore, il y a une utilité. Le naturel évidemment, c'est le but, hein, et puis l'email à travers la newsletter. Les sites référents parce que pourquoi pas faire du guest blogging, hein, du blogging partagé et puis le réseau social, le réseau display, là encore, on peut, aller beaucoup plus loin effectivement. L'idée, c'est de ne pas se cantonner à une seule chose, c'est effectivement de pouvoir créer, comme je vous le disais, un écosystème. Également, l'intérêt du blog ou de ce dispositif magazine, ce dispositif éditorial, c'est que ça va à la fois être intéressant au niveau du référencement éditorial, ça va générer du trafic, ça va générer des conversations et vous pourrez mieux aussi voir un peu les sentiments neutres, positifs, négatifs que vos sujets et vos traitements, de sujets vont générer. Ça peut amener de l'acquisition puisqu'en faisant de la promo, en faisant des concours à travers votre blog, en faisant des sondages également, vous pouvez, beaucoup plus qualifier les besoins. De la conversion parce que la première étape de conversion, c'est l'abonnement au RSS, l'abonnement à la newsletter et même, j'ai envie de dire, le fait de recevoir un commentaire, c'est de la conversion également, avec évidemment comme, objectif ultime de vendre derrière du produit quand on est sur de l'e-commerce, par exemple, mais également de vendre du service quand on est en B2B et puis évidemment fidéliser et on est reparti puisque la fidélisation, c'est l'idée également que plus vous avez de trafic, plus, vous êtes, parfait Raphaël, plus vous êtes référencé et cetera. C'est un cercle vertueux et donc regardez qu'on peut imaginer très bien qu'il y ait un trajet de la même manière qu'on a le customer journey, qu'il y ait un trajet dans votre, stratégie de blogging qui soit d'abord, je m'assure de faire du search engine marketing, donc je table sur les requêtes les plus importantes dans mon domaine, sur mes sujets à moi de prédilection et j'en assure la promotion sociale. Je, transforme tout ça dans un calendrier d'animation pour mon blog. Du blog, je fais un lien vers le site et par exemple, je vais prendre sur une thématique particulière des contenus opportunistes que je vais transformer en un dossier qui sera, réutilisé sur le site internet, sur, des pages, produits par exemple, des pages de rubriques et donc là, on va commencer à faire du lien entre le blog et le site. J'y reviendrai, je donnerai des exemples. Et puis évidemment, derrière, on met de l'email de relance pour assurer ce pull en parallèle du push. Et puis l'idée, évidemment, c'est que de l'email et du site, on aille vers le panier d'achat. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que quand on parle de blog, là, on a tendance sur le SEM, Stéphane, le SEM, c'est le Search Engine Marketing. Donc le search engine marketing, c'est vraiment de travailler sur votre aspect puisqu'on est dans le content marketing. Ça va être dans un premier temps, on va pas nécessairement faire du SEA, sur un blog qui démarre. On aura tendance à attendre un petit peu et à voir un peu les premiers résultats naturels aussi, sur votre blog. Le search engine marketing par contre, du Facebook Ads, c'est tout à fait, possible de l'envisager. C'est aussi du marketing. Alors le search engine marketing, c'est vraiment l'idée d'améliorer votre trouvabilité, heu, à travers des, techniques de,
recherche, donc ça peut être aussi du hashtag sur Twitter. Alors, vous dire également que, d'ailleurs souvenez-vous, hein, dans l'inbound marketing, le trajet, on commençait par du blog et des keywords. Je vous disais également, c'est vrai que le blog a tendance à être perçu comme un outil où on va mettre des contenus frais en permanence, hein, enfin ce qu'on appelle les contenus frais. C'est la fraîcheur du contenu qui fait que c'est un contenu chaud. C'est un peu comme le pain. Le pain frais, il est chaud. Donc le contenu chaud, c'est quoi? C'est de l'actualité, des brèves, des billets de blog, des marronniers, des promotions. Donc on est effectivement dans une durée de vie très courte. Mais un blog, ce n'est pas que ça. Un blog, c'est aussi du, lien vers des contenus froids, les missions, les philosophies, les conditions de vente, l'histoire, et cetera. Donc de temps en temps, c'est de pouvoir, à travers vos blogs ou peut-être à travers des liens que vous allez faire dans vos articles de blog, eh bien de renvoyer vers ces contenus froids, de les mettre bien aussi, en valeur, ceux qui en tout cas ont une influence sur la conversion et puis ce qu'on appelle des contenus opportunistes. Alors les contenus opportunistes, la FAQ, le lexique, les checklists, l'agenda des salons, les marronniers, ça peut être effectivement du contenu opportuniste. C'est quoi l'objectif d'un contenu opportuniste? C'est dans un moment donné, d'essayer de mettre l'accent sur une gamme de produits, sur des produits qui vont avoir une saisonnalité particulière, ou sur, une thématique, un brand message, un message de votre marque qu'il faut absolument mettre en avant à un moment ou à un autre. Typiquement, on a travaillé avec un annonceur dans les vêtements de travail. Eh bien, le marquage des vêtements de travail a été un moment pour eux, dans leurs objectifs commerciaux, un des éléments les plus déterminants de leur année calendrier. Donc on a énormément travaillé en contenu opportuniste sur le marquage des vêtements professionnels, à la fois à travers des interviews d'experts, à la fois à travers, des témoignages de clients, à la fois à travers des experts en marketing qui vous disent qu'effectivement une clientèle potentielle est plus susceptible, d'adhérer à vos produits et services et à votre crédibilité si vous avez des vêtements qui sont customisés et cetera et cetera. Donc là, on est vraiment dans, l'opportuniste dit bien son nom en tout cas, on est effectivement dans un objectif bien particulier. Ça a une durée assez courte, on est sur des campagnes de 1 mois à 3 mois en général et on produit des contenus qui vont aussi pouvoir être, maillés évidemment, reliés avec des contenus chauds. Et puis alors en push, on va avoir ou en pull, hein, parce que là, ça dépend un peu. Il y en a qui disent que la newsletter et l'email, c'est du push. Pourquoi? Parce qu'on pousse l'information vers, l'utilisateur et puis d'autres qui disent: «Ben non, c'est du pull parce qu'on tire l'utilisateur vers votre site internet. À vous de voir comment vous le prenez». Ce que je veux dire par là, c'est en tout cas, c'est que c'est le deuxième temps du moteur, c'est effectivement venir, et attirer les utilisateurs vers vous, d'accord? À travers de l'email et de la newsletter. Alors attention que c'est pas la même chose, l'email et newsletter. D'ailleurs, on fait pas mal de webinaires là-dessus aussi sur Webikio. L'email, c'est une proposition de vente unique. Combien le coût tout de suite Raphaël, combien le coût d'une newsletter et d'un blog? Beh, tout va dépendre, Raphaël, du nombre d'articles que vous voulez sur votre blog. On va dire qu'on va commencer à du 900 000 € par mois. Et là, pour le coup, vous aurez un article long par, semaine, agrégé, avec une newsletter, au final fin de mois, dans laquelle vous aurez un édito, vous aurez ces 4 contenus agrégés et puis peut-être un repère ou une citation, un témoignage client et cetera. Donc à partir de 1 000 € par mois, on peut commencer à avoir une bonne stratégie blog et newsletter. D'accord. Donc je continue. Email, je vous en prie. Email, donc là on est sur du one selling proposition, d'accord? Donc l'email a vraiment un but précis, une action. Tandis que la newsletter, c'est plus de l'information, c'est de la fidélisation. OK? Alors, les indicateurs de performance que vous allez avoir sur votre blog, taux de visite, durée des visites, nouvelles visites, le taux de clic, le taux d'inscription à votre newsletter, les taux d'inscription à un concours, à un webinar, les taux de participation à ce webinar derrière, les taux de rebond. Évidemment, à vous dire également, sur un blog, on va avoir en général plus ou moins un taux de rebond à partir de 80-85%. Ce qui est normal parce que c'est un média de l'immédiat. On a tendance effectivement, c'est du snacking, hein, les gens vont venir en général via Facebook, via Twitter, parce que vous aurez poussé vos articles, et par la newsletter, ils vont venir, ils regardent le titre, ils regardent le chapeau, ils regardent l'image, et il se peut très bien qu'ils lisent en diagonale le reste, mais qu'ils ne cliquent pas davantage, qu'ils ne s'engagent pas davantage. Et du coup, la durée de la visite est très importante sur un blog également, et c'est un indicateur très déterminant.
Si vous parvenez à avoir des utilisateurs entre 45 secondes et 1 minute sur votre, blog, c'est très bien et sur un post, sur un article, c'est encore mieux. Et puis évidemment, le ranking Google et puis derrière les taux d'ouverture et taux de partage à la fois de vos articles, mais également de vos newsletters. En B2B newsletter hebdomadaire diffusé auprès de 715 abonnés, quels sont les taux moyens de clic et d'ouverture? Alors, cher Morgane, déjà, d'où viennent vos abonnés? D'où viennent, pardon, vos abonnés? Est-ce que ce sont des abonnés opt-in ou est-ce que c'est de l'achat de base de données? Est-ce que c'est eux qui se sont inscrits, donc qui sont vraiment volontaires et ils sont vraiment opt-in? Parfait. Eh bien, en B2B, c'est quel secteur, Morgane? Parce qu'on va dire qu'il y a un benchmark moyen, hein. On est aujourd'hui à des taux d'ouverture plus ou moins de 20 et des taux de clics plus ou moins de 5. Et dans certains secteurs, le bancaire par exemple, ces dernières années, a connu un regain, énorme et donc on va être autour des 30 de taux d'ouverture et autour des 10 de taux de clic. Par contre, les télécoms, on a délégation digitale assurance prévoyance, et bien là, pour le coup, on sera autour de ce que je viens de dire pour le bancaire. En télécom, ça a un peu chuté. On est plus ou moins autour des 15-17 de taux d'ouverture et 4-5 de taux de clic. En e-commerce, ça dépend des secteurs aussi. Donc, allez voir sur le journal du net, ils ont souvent des études là-dessus, avec, des bons benchmarks et sinon, vous pouvez aussi aller voir évidemment sur Mailchimp. Sauf que Mailchimp, le problème, c'est que leur benchmark qu'ils vous proposent, c'est un peu tout pays confondu et là encore, il y a des nuances à avoir, mais ça vous donne de bons indicateurs. C'est possible, moi j'utilise plus Mailchimp avec mes clients ou des solutions dédiées comme Actito et cetera. Mailjet, je le connais, mais je ne sais pas les benchmarks derrière. Je ne sais pas s'ils vous proposent, Valérie, la possibilité de voir, voilà, de comparer effectivement à la concurrence. Alors quand je dis 3 types de retours, c'est quoi? ROI, ROA, ROC. ROI, c'est Return on Investment, le retour sur investissement, qu'on appelle aussi le retour sur effort. Le ROA, c'est le retour sur attention et le ROC, c'est le retour sur contenu. Je vous explique en 2 minutes. Le ROI, ROE, retour sur effort, c'est l'idée de ne pas produire plus qu'il ne faut. Il y a 2 minutes, Raphaël me dit: «C'est quoi le coût d'un blog et d'une newsletter?» Je lui dis: «Ben, un article par semaine, une newsletter, mensuelle, on est plus ou moins on démarre à 1 000 €». La question se pose de savoir est-ce que vous voulez 2 articles semaine, 3 articles? Est-ce que ça a du sens? Vous êtes dans du B2B, dans du service. Est-ce que vos clients ont le temps de lire davantage? Est-ce qu'on va travailler plus sur des brèves que sur des articles? Est-ce qu'on va faire plus long que 400-450 mots l'article, alors qu'on sait que Google peut référencer déjà très, très bien, au niveau SEO, donc un article à partir de 400 mots et que ça sert à rien de faire plus? Donc c'est vraiment l'idée de rationaliser l'effort éditorial, d'accord? Raison pour laquelle on aura tendance à agréger aussi les articles du blog dans la newsletter, parce qu'on est sûr que la personne qui aura lu un article sur votre blog n'aura pas nécessairement lu les 3 autres du mois et donc c'est pas plus mal de lui servir sur un plat, tout chaud, tout beau, dans son email, une fois par mois. Ça, c'est le ROI. Le ROA, c'est le retour sur attention. Bien s'assurer que les sujets que vous abordiez sont intéressants, intéressent vos cibles, sont recherchés par vos cibles et donc sont visibles et trouvables, pas juste recherchés. Ça, c'est l'aspect SEO. Le nombre de clients avec qui on travaille, qui ont déjà un blog et en fait, qui croient que les articles sont optimisés pour le SEO au sens où ils ont bien mis un mot-clé dans le titre, dans le chapeau et 1 ou 2 fois dans l'article et que quand on leur montre leur, produit, à travers nos outils à nous qui, simulent le référencement de Google, on voit qu'en fait, la densité des mots-clés utilisés est tellement ténue que Google s'en sort pas entre ce mot-clé-là et 2-3 autres qui apparaissent énormément également dans cet article. Donc ça, c'est le ROA, le retour sur attention. C'est l'idée aussi de générer des conversations. Donc il faut un écosystème et il faut du Facebook et il faut quelque part d'autres relais pour pouvoir générer de la conversation. En plus des commentaires, il faut aussi activer les commentaires et donc terminer chaque article de blog en disant: «Quel est votre avis? Qu'en pensez-vous? C'est quoi votre expérience à vous?» Témoigner et cetera pour que les gens puissent répondre et que vous ayez un incitant. Et le retour sur contenu, c'est l'idée de réutiliser les contenus de votre blog dans la newsletter, mais pourquoi pas également que, tous les 3 mois, si vous avez eu 10 articles sur un même sujet, vous réagrégez ces 10 articles. Oui, bien sûr Stéphane, il existe, pas mal d'outils qui, permettent de le faire.
soit des solutions effectivement auprès de référenceurs et de boîtes de référencement qui vous, voilà, qui, vous proposent d'utiliser leurs solutions, soit des outils, plus standards sur le web. Alors pour le coup, c'est pas moi qui m'occupe, du traffic management, dans l'agence, mais il y a tout à fait moyen, de le voir à travers différents outils. Que disais-je par ailleurs? Je parlais, oui, c'est ça, du retour sur contenu et donc d'agréger ces 10 contenus sur une thématique, commune en faisant un white paper, en faisant, par exemple, un guide gratuit ou, toutes ces actions prennent du temps. Effectivement, Raphaël. Il faut bien se dire que là, pour le coup, si on veut mettre en place un blog et une newsletter, c'est pas pour rien que souvent les annonceurs nous sollicitent, on est facilement, plus la promotion sur, Facebook, et autres. Oui, mais tout est payant, Anne. La publicité dans une, boîte à lettres, c'est payant. Ouvrir un magasin en fond de rue, c'est payant. L'électricité de votre magasin, c'est payant. La relation client, c'est payant. Des vendeurs, c'est payant. Des commerciaux, c'est payant. Oui, tout est payant. Mettre vos fiches produits, dans votre e-commerce, c'est du temps, c'est de l'argent, effectivement. Mais en même temps, ça paye aussi. L'idée, c'est effectivement, c'est de trouver des moyens publicitaires qui sont plus pérennes, parce qu'écrire un article de blog, ce sera plus pérenne et c'est plus durable qu'une annonce SEA, hein, que de l'achat de mots-clés, sur Google. Par contre, c'est plus long aussi, parce qu'il faut effectivement créer ce patrimoine, d'où l'idée de le faire bien au départ et de penser ROI. Heu, mais c'est effectivement l'idée que alors on donne en général un an et demi. On se donne un an et demi pour voir un petit peu, comment ça fonctionne. Alors au bout d'un an et demi, normalement, ça commence à prendre et faut-il être un pro? Je pense pas moi, Raphaël. Je pense qu'il faut bien écrire. Donc quand je dis bien écrire, c'est avoir des bonnes techniques de rédaction, être capable d'écrire de manière structurée, de bien hiérarchiser son discours, d'avoir effectivement une fibre dans l'éditorial, mais plus dans la technique de rédaction, qu'autre chose. Donc il ne faut pas être romancier nécessairement. Je pense qu'il faut forcément s'y connaître en WordPress et autres, mais je pense qu'il ne faut pas, nécessairement être un pro. L'intérêt d'être pro, comme nous, c'est qu'on n'oublie rien et on pense à tout. Alors ça, Mélanie, c'est le but même, on va avancer, je vous montrerai, mais c'est le principe même effectivement du bon objet de la newsletter, c'est de bien avoir préparé son calendrier en amont et puis il y a des outils d'AB testing aussi, Mélanie, hein, notamment dans Mailchimp. C'est quoi? C'est l'idée, vous faites une newsletter et vous pouvez tester 2 titres de newsletter et vous voyez celui qui fonctionne le mieux et pour le coup, donc sur une petite partie de votre base de données, vous allez tester et puis derrière, vous allez, envoyer votre newsletter au reste de la base de données avec l'objet qui a le mieux fonctionné des 2. Alors on continue, d'accord? Donc, ce que je suis en train de dire depuis le début, d'apporter un élément de réponse, regardez du côté des blogueurs US. Oui, Marika, en même temps, moi, il y a un truc que je déteste, Marika, chez les blogueurs US, c'est les 5 conseils pour, 10 manières de, 50 façons de. Et ce côté, vous voyez un peu le truc de ils ont tout trouvé, ils ont tout. Je donnais il y a encore une semaine une conférence à Paris avec une blogueuse américaine et voilà, c'est ça. C'est un peu poussif et c'est un peu chez eux, c'est the bright side of the truc et donc tout fonctionne bien et avec eux, c'est le miracle, quoi. Alors que non. Heu, c'est vrai, il y a des idées, mais il y a de bonnes idées chez nous aussi. On commence vraiment à avoir des très bons blogs et il faut regarder du côté des blogueuses et des blogueurs, en fait, chez nous. Il y a des nanas qui se mettent à leur compte, qui commencent à avoir des blogs de compètes et qui font vraiment des super trucs, et qui sont très créatifs. Ah, attendez, Raphaël, là, j'y viens après parce que là, à mon avis, j'en ai pour un petit temps et comme c'est pas tout à fait le sujet. Alors, me donner 3 conseils pour, ça marche très bien pour attirer le lecteur. C'est vrai, Juliette, ça marche très, très bien, pour attirer le lecteur. Mais quand on fait que ça ne suffit plus, Juliette. C'est pour ça que je montrais ce tableau périodique en haut avec tous les éléments, l'interview, le quiz, le jeu, le test, et je vous en remontrerai d'autres encore des sujets. Heu oui, non, mais attendez, on est d'accord, hein, Marika et moi je le dis souvent aussi, c'est que, il faut aller voir du côté US, il faut aller voir les Espagnols sont super doués aussi, les Hollandais, alors évidemment, il faut connaître les langues, hein,
On n'est pas qu'en France, il faut ouvrir un petit peu effectivement, la visière, ça c'est sûr. En marketing, on était un peu en retard quand même. Eh bien non, figurez-vous Sylvain. Et là, je viens de le voir encore la semaine dernière à Paris avec Ahava, Lebic, qui a une boîte de content marketing là-bas. Je l'ai vu au Canada l'année dernière également, Canada francophone. Ils ont énormément de structures, ils ont beaucoup d'associations professionnelles en content marketing, mais le gap et l'écart est vraiment en train de se réduire. Et je pense que précisément là où il est en train de se réduire, c'est sur le fond et sur la qualité éditoriale. Prenez les Canadiens francophones, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont avec nous dans la salle aujourd'hui, l'orthographe, le niveau de français, la pauvreté du fond derrière, Enotouriste à Bordeaux, ils parlent avant tout avec leurs mots selon leur cible. Je travaille avec le secteur, oui, tout à fait. Donc je sais, alors on n'a pas une culture sur les pays, bien connaître sa cible et sa culture essentielle. Anne, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'effectivement, si le contenu est bon, il est à utiliser avec parcimonie. Les formats, c'est très important. Je pense, Sylvain, que non. On n'a pas énormément. Là, on arrive vraiment dans l'idée d'associer l'inbound marketing avec le marketing de contenu. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est que des choses qui viennent de chez nous, de la France et de la Belgique. J'ai des cas clients, des annonceurs avec qui on travaille là-dessus, et ils font pas mieux ni moins bien aux États-Unis. La seule chose aujourd'hui qu'ils auraient vraiment en plus que nous, c'est ce qu'on appelle le marketing automation. Et donc, c'est vraiment l'intégration du CRM, de l'ERP avec le blog, etc. Voilà, le must de l'inbound marketing automatisé, pour lequel je ne suis pas toujours d'ailleurs. Mais à part ça, et encore, hein, parce que là, on peut très bien imaginer avec un blog WordPress aller faire de la relance derrière automatique également. Donc je poursuis si vous voulez bien, parce qu'il est déjà 15 heures plus ou moins, et quand je vous disais que je suis bavarde. Donc, on va utiliser WordPress ou autre, un CMS de blogging pour le pool, du moment que ça fonctionne bien pour le SEO. On est bien d'accord, Michel, effectivement. Et puis rien de tel qu'un bon commercial derrière et du contact en humain et de l'échange comme on est en train d'en faire maintenant. On est bien d'accord, Marika. C'est un peu, moi je considère l'automation, c'est comme le répondeur automatique, vous voyez, des lignes fixes il y a quelques années, quoi. C'est bien, mais c'est un peu court. Derrière, il faut aller plus loin, quoi. Par contre, c'est bien de qualifier avec l'automation. Quand on sait effectivement que l'automation va permettre dans le customer journey, dans le phénomène repos research online by purchase offline, donc l'idée de on va rechercher en ligne et puis derrière on va quand même vouloir un contact humain et du téléphone, eh bien c'est vrai que tout ce qui est automation va vous permettre de rester, comme je disais, top of mind, de documenter la recherche, d'aider à la décision, mais le closing et ça se fait quand même effectivement, heureusement, nous restons humains avec un cœur, un cerveau et un cerveau gauche et un cerveau droit. Alors donc, WordPress pour le pull, du Mailchimp donc, ou du Mailjet hein, pour le push, bien associer les deux. Sarbacane par exemple. Pourquoi est-ce que moi j'utilise beaucoup et mes clients utilisent beaucoup le WordPress avec Mailchimp, Stéphane? C'est parce qu'ils sont bien intégrés. Donc il y a moyen à partir de vos articles sur WordPress d'agréger ça avec un fil RSS automatiquement sur Mailchimp et vos newsletters partent de manière automatique. Et donc c'est l'intégration des deux qui fonctionne très très bien. Donc quand vous choisissez votre outil de blogging et votre outil, non, parce que les serveurs de Mailchimp, c'est une bonne question ça. Je pense que pour tout ce qui est Europe, les serveurs les serveuses sur Mailchimp ne sont pas et pareil, ils prennent en compte les législations européennes. Puisque vous devez, au moment de créer votre compte, vous devez effectivement avoir. Bon, après, c'est des choses. C'est des critères dont il faut tenir compte, hein, mais ici, je ne pense pas que ce soit un souci avec Mailchimp. Et évidemment, des outils de partage qui vous permettent de diffuser vos contenus. Alors, venons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est quoi? Je vous ai dit, hein, il faut influencer, on a encore des cœurs, on a des esprits, on a voilà, un cerveau gauche, un cerveau droit. Votre blog, l'intérêt d'utiliser le blog, c'est quoi? C'est que ça va vous permettre d'informer vos utilisateurs, mais également de leur faire ressentir des choses, de les émouvoir, de leur faire faire des choses, d'interagir avec vous, de commenter.
de converser, puisqu'on dit aujourd'hui content is conversation. Et puis de voir à travers des témoignages, à travers des interviews d'experts, et cetera, de voir effectivement un peu comment vos produits, comment votre service, comment votre marque évolue, d'accord? Et alors l'autre aspect qui est très important également, c'est que dans votre calendrier éditorial, vous allez devoir prendre en compte vos cibles et leurs besoins. Ils n'ont pas d'intérêt au départ pour votre contenu ou pour vos services et donc ils arrivent sur votre blog en se disant: «Bah, tiens, j'avais pas du tout pensé à ça», genre la Smart TV, j'avais pas du tout pensé effectivement, à Carrefour. Ils ont un besoin latent en phase avec vous. J'arrive à un régime, ils ont des besoins reconnus, construction de la vision, sélection de la solution, validation du choix. Essayez de formuler les différentes questions qu'ils ont en fonction de leur niveau d'engagement et là, ça vous donne des idées de sujets également. Je possède un blog, les utilisateurs peuvent recevoir un initiateur s'ils s'abonnent. Il s'agit uniquement d'envoyer un mail quand je publie un article. C'est une question de je suis donc obligée de coupler avec Mailchimp pour envoyer d'autres types de hein, le slide précédent est passé trop vite, merci de le remettre. Le slide précédent, ben voilà, c'était ça Joël. Le blog et la newsletter, le duo gagnant. Donc c'était juste pour introduire le sujet. Et donc on est là, d'accord Joël, c'est bon? Régine, est-ce que vous avez des bons taux de clics sur chaque fois que vous publiez votre article? Une solution fiable pour un seul envoi? Et votre blog, il est sous WordPress? Parce que, je vous en prie Joël. Eh bien, il y a tout à fait moyen, Régine, d'activer cette, alerte RSS via votre WordPress pour avoir effectivement une publication, une alerte dès que l'article est publié. Ça, c'est natif de WordPress ou il y a des plugins qui le gèrent. Mais votre Mailchimp agrégera vos articles en une seule newsletter. Donc les 2 sont parfaitement, utilisables. Après, Régine, moi, j'ai envie de dire ce que je ferais davantage, mais posez la question à vos cibles parce que c'est elles qui me répondront mieux que moi. Je ferais plus une newsletter avec une agrégation de tous les contenus, plutôt que chaque fois que vous écrivez un article, d'envoyer une alerte. Cela dit, quand est-ce que vous à quelle fréquence écrivez-vous des articles? Et donc ça, c'est important. Si vous écrivez un article par semaine, ça va encore. Un article toutes les 2 semaines, 2 fois par jour. Mais ça veut dire, Régine, que 2 fois par jour, les gens qui s'abonnent reçoivent, votre email. Pourquoi ne pas envoyer du coup, une seule newsletter tous les 3 jours ou une fois par semaine? Ou au moins, un seul email en fin de journée avec les 2 articles du jour. Imaginez que vos utilisateurs reçoivent, déjà une cinquantaine, soixantaine de mails minimum. Je sais pas vous combien vous en recevez, moi j'ai une 200aine, plus ou moins, 200 mails par jour, quoi. Et puis le problème, c'est qu'à un moment, c'est la saturation effectivement du site, c'est l'infobésité et la saturation du coup. Oui, j'imagine bien, je les connais bien ces widgets et je trouve que c'est bien régimé. Ça marche quand on fait les widgets n'ont de sens que si on fait une fois un article tous les 15 jours. Du coup, ça veut dire que les gens, ils viennent, ils disent: «Ah ben, elle a de nouveau pas écrit, bon ben, je reviendrai» et puis ils reviennent plus. Mais quand la fréquence est aussi régulière que ce que vous faites, je pense que c'est pas utile. Faites plutôt une newsletter agrégée avec RSS via Mailchimp, voire même, je vous dis, hein, les 2 articles du jour ou essayez une fois sur la semaine ou proposez-leur. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez en fin de journée les 2 articles du jour ou est-ce que vous voulez une fois par semaine tous les, 2 fois par semaine? Je me disais aussi que c'était prolixe 2 fois par jour. 2 fois par semaine, ben ça suffit alors effectivement, faites une hebdo, c'est beaucoup mieux, à mon avis. Bon, demandez à vos cibles, hein, moi c'est mon avis. Alors je continue. Pourquoi c'est bien le blog? Pour le branding, l'influence et l'impact visuel, la qualité des contenus, la qualité de la contextualisation. Donc comment est-ce qu'effectivement ils vont entrer en relation avec vous, d'où ils viennent, de Facebook et autres. La valeur ajoutée, puisque vous allez traiter des contenus que vous n'avez pas ailleurs. Bien faire attention aussi à la largeur et la profondeur des contenus, c'est-à-dire d'avoir des thématiques bien variées, dans la variété des sujets, mais également dans la profondeur et le détail, des différents sujets. La fréquence, le volume, la régularité, 2 fois par semaine, c'est pas mal Régine, ça effectivement, c'est un bon tempo, en général et même si vous n'avez pas le temps de faire trop, c'est un article long, 400 mots et puis un article court, 200 mots.
ou en tout cas, voilà, associer effectivement court long, c'est pas mal aussi pour si vous n'avez pas beaucoup de temps. Et puis l'expérience utilisateur, c'est l'interactivité du canal. L'interactivité du canal, c'est quoi? C'est votre ligne éditoriale. Comment est-ce que vous écrivez au «je», au «vous», au «nous»? Est-ce que vous incitez aux commentaires? Est-ce que vous répondez aux commentaires? Est-ce que vous interviewez des gens sur votre blog et du coup, vous avez une porte ouverte sur le monde ou est-ce que c'est un cercle fermé? Et puis évidemment l'intégration des canaux, c'est-à-dire le, blog avec une newsletter, avec du Facebook et autres. Et l'appropriation des contenus, c'est est-ce que je peux me l'envoyer par email? Est-ce que je peux, l'imprimer facilement? Est-ce que je peux, les retenir dans mes favoris? Et cetera, et cetera. Donc à minima, votre blog, il doit être responsive évidemment parce qu'aujourd'hui la tablette, le mobile, les gens utilisent de plus en plus ces outils-là pour pouvoir avoir une expérience éditoriale, permettre de la pub quand même et des bannières, soit pour des partenaires, soit pour mettre en avant une de vos actions, prévoir des options à votre thème, que vous puissiez mettre un carrousel, ne pas mettre un carrousel, mettre sur 3 colonnes, sur 2 colonnes. Typiquement ceci ici, c'est la maquette, le template d'un thème de blog WordPress que nous avons développé chez We Are The World pour permettre une grande flexibilité tout en gardant une énorme simplicité également au niveau du code et de se dire qu'ici on a des options de présentation qui sont voilà, très faciles à utiliser avec différents modèles de page, avec des shortcuts, c'est des sortes de raccourcis qui vont vous permettre de mettre une citation, de mettre un accordéon, de mettre 2 colonnes, 3 colonnes, donc avoir vraiment une variété aussi formelle, et c'est ce qu'on appelle la CSS, hein, les feuilles de style, différents modèles de pages, travailler à la fois sur un aspect site et un aspect blog pour aussi avoir des contenus froids, avoir des contenus opportunistes. Pourquoi pas déjà au départ avoir la possibilité de mettre des pages avec des tableaux de prix si vous voulez vendre des choses, que vous aurez d'ailleurs sous forme de shortcode, chez nous c'est intégré. Un formulaire de contact, évidemment, et ce qu'on appelle email ready, social media ready, ça veut dire avoir les plugins, hein, les options qui vous permettent d'y associer du Mailchimp, du Mailjet, du Sarbacane, mais également du Facebook, du Twitter, et cetera. Donc ça, c'est le cahier des charges minimum pour construire un blog. Ça veut dire que quand vous allez chercher un thème WordPress, assurez-vous bien que vous ayez tout ça, de disponible. Là, je vous donne un plan d'animation à minima. C'est un peu si je vous dis demain, vous faites le marathon de Paris, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On commence par courir un jour semaine à raison d'un quart d'heure, et puis plus tard, on fait 2 jours semaine, 3 jours semaine et on augmente. Voilà à minima ce que vous devez faire si vous voulez monter un blog. Un blog, on conseille WordPress effectivement parce que ça marche très très bien et puis on connaît historiquement voilà, tout le positionnement de WordPress et la qualité de WordPress en termes de blog. Les standards W3C, donc ça, ce sont les conventions et les normes de développement de code derrière. Bien attention à l'ergonomie et l'architecture, donc les libellés de vos rubriques, le fait qu'on puisse vous contacter, qu'on sache derrière qui c'est, qu'il y ait une adresse réelle également, et puis que je vous dis les rubriques soient bien dispersées, qu'on n'ait pas trop de rubriques, qu'on n'en ait pas trop peu. Un outil Google Analytics évidemment tout de suite associé pour mesurer les performances et que quand vous faites la promotion du blog, un fond éditorial de 20 articles déjà optimisés pour les moteurs de recherche, une image par article, très important les images, vous aurez une portée de plus ou moins 50 à 60% supplémentaire avec une image, un contenu par jour, 2 contenus par semaine, vous voyez Régine, on en parlait, en fonction de vos objectifs, est-ce que vous voulez donner un gros boost, est-ce que vous voulez y aller plutôt hein, dans la durée. Des fonctions web 2.0, donc intégrées avec du partage, avec du favori, avec du I like, avec des commentaires, etc. Récolte d'adresses si possible, donc un formulaire de contact avec de temps en temps un guide gratuit, une checklist et des contenus pour attirer les gens qui laissent les emails. Un email de lancement une fois que vous avez écrit les 20 articles. Une stratégie de fidélisation qui vous dit, par exemple, vous faites de temps en temps des articles par épisode. Et donc vous dites cette semaine et pendant 3 semaines, on parlera de la stratégie éditoriale et vous faites un premier article en disant prochain épisode la semaine prochaine et sur Twitter, vous annoncez par exemple 2-3 jours avant que le deuxième épisode de cette série va sortir et que les gens peuvent lire le premier. Donc là, il y a vraiment du travail de fidélisation, du travail d'acquisition. Comment vous allez faire l'acquisition? C'est soit en faisant des concours, soit en proposant aux gens de répondre à des questions pour les inviter à témoigner sur votre site, soit simplement en mettant à l'arrière de vos articles qu'ils peuvent s'abonner
à votre newsletter, à votre page Facebook, et cetera. Ce qui marche aussi, par exemple, c'est de faire des sondages sur votre page Facebook et puis comme ça, vous les amenez sur la page Facebook et puis vous faites un article sur votre site internet une fois que vous avez les résultats au sondage et évidemment le suivi et les mesures des mesures et des ajustements. Quand on va à la newsletter, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit de l'agrégation automatique, donc via votre fil RSS, les contenus seront agrégés par votre opérateur, d'email, d'accord? Soit de la curation, c'est vous qui allez aller chercher dans les articles que vous avez écrits sur votre blog, ceux que vous reprendrez dans votre newsletter, avec une partie promotion, c'est-à-dire que vous pourrez y mettre un concours, vous pourrez y mettre typiquement nous dans notre newsletter bimestriel, eh bien, on a un code promo pour les formations, donc les gens et seulement eux qui sont abonnés à notre newsletter, eh bien, ont 10% sur les formations auxquelles ils s'abonnent. Des outils de partage, évidemment, de la diffusion, c'est-à-dire qu'on va les dire en amont sur Twitter, fin de semaine, la newsletter paraît, vous n'y êtes pas encore abonné, c'est le moment, c'est l'instant. Il y a des promos et il y a un concours, et donc l'idée est de faire de l'acquisition en amont. Ça génère du trafic sur votre site internet, ça reste au top de la relation client puisqu'il ne vous oublie pas. Ça vous permet de réorienter, recycler vos contenus, c'est ce que je parlais tout à l'heure de retour sur contenu. Et puis vous avez une bonne qualification également de vos cibles puisque derrière vous voyez sur quoi les gens cliquent et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire de l'automatisation. Avec Mailchimp, vous envoyez votre newsletter et vous pouvez dire tous les gens qui auront cliqué sur cet email, sur ce lien dans la newsletter, pardon, recevront automatiquement 3 semaines plus tard un email avec une offre qualifiée sur cette thématique-là. Dans votre newsletter, il faut de préférence utiliser une solution dédiée, donc pas les envoyer 50 par 50 dans votre Outlook. Bien gérer la base de données. Sachez qu'une base de données a une vie plus ou moins de 1 an. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, je crois que c'était à Régine ou je ne sais plus, d'où vient votre base de données. Bien avoir aussi en amont des modèles, des templates, hein, un masque de newsletter prêt à l'emploi, en avoir 2-3 selon les bonnes pratiques. Et là, vous pouvez de nouveau aller voir sur Mailjet, sur tous les opérateurs Mailchimp aussi, et j'en oublie d'autres qui ont ces templates à disposition. Bien suivre les indicateurs de performance, ouverture, click-through, etc. Et pourquoi pas y ajouter la relance automatique derrière. Sur la newsletter, qu'est-ce qu'on peut dire? Une newsletter par semaine, par mois, par tous les 2 mois pour faire du clic vers le blog, aligné sur les actions marketing. Donc on intégrera dans la newsletter l'action marketing en cours, par exemple. C'est des contenus éditoriaux avec des photos, de la vidéo, rédigés par les éditeurs confirmés. À partir du moment où vous les agrégez de votre blog, ce seront effectivement les mêmes contenus. On suit un calendrier éditorial tactique. Je ne sais plus qui me demandait comment est-ce qu'on peut voir que ma ligne d'objet est une bonne ligne d'objet. À partir du moment où, dans votre calendrier de blog, vous mettez en parallèle un calendrier, effectivement, newsletter avec une thématique, typiquement, suivre la saisonnalité de vos produits et services. Octobre, arrière-saison, l'été indien, est-ce qu'on ne peut pas avoir une thématique de newsletter autour de ça? On a travaillé aussi avec certains clients, on travaillait sur les couleurs, on travaillait sur les humeurs. Et donc on avait le calendrier, il y avait chaque fois le titre de l'email était, de la newsletter pardon, était un titre vraiment éditorialisé avec une thématique. Et donc c'est une stratégie de contenu de nouveau pour fidéliser, pour convertir, puisque c'est ça qui vous ramène du coup soit vers le site internet si vous mettez un produit, à l'honneur, soit vers votre blog qui rebondira, vers la, site e-commerce et donc aussi une stratégie de médiatisation de la newsletter. Ne croyez pas qu'il ne fallait pas faire la promotion de la newsletter, c'est important également. Périodicité régulière, fréquence relative, d'accord? D'où Régine, ben voilà, toute la discussion qu'on vient d'avoir avec Régine appuie là-dessus. Plusieurs rubriques fixes, votre newsletter, le dossier, le repère, votre métier, notre métier, la relation client. Donc, trouver des thématiques hein, où on est vraiment des rubriques fixes, comme un magazine en fait. Et puis des microtextes, titre, chapeau, lire la suite. D'accord? Donc une newsletter, il y a plusieurs messages, il y a une thématique globale, il y a de l'information, il y a peut-être du divertissement, l'insolite, ça marche bien, la citation du mois, le repère, le chiffre, etc. Une action, une promotion, ça c'est le contenu de votre newsletter. Comment est-ce qu'on va les combiner? Ben déjà, il faut que dans votre blog, il y ait suffisamment de variété de contenus, des contenus à la une par exemple, avec des rubriques,
parce que ce sont les rubriques de votre blog qui derrière vont donner les rubriques également de votre newsletter, des belles photos aussi, la possibilité ici effectivement de vous abonner à la newsletter et de suivre, sur les médias sociaux. Et puis dans la mise en place, bien s'assurer effectivement que votre maquette, de la maquette à, on va dire l'animation même, on garde bien le cap. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est dans la maquette qu'on avait faite pour, Autoscout 24, on était alors je vous la montre ici, voilà, on avait un peu simulé à quoi ça allait ressembler, mais le plus important quand même, c'est quand on a derrière les vrais contenus et qu'on voit que dans les vrais contenus, les images surtout, parce que c'est les images qui sont importantes, donnent envie d'aller lire, qu'il y a le respect de la charte graphique derrière, qu'on voit bien tout de suite qu'on est sur le bon dispositif éditorial et quel est le propos au fond et quelle est l'humeur ou l'ambiance qui est donnée sur le blog. Et tout ça, c'est important. Et dans la mise en place, c'est de tout de suite associer votre blog à derrière du Mailchimp, à derrière effectivement de votre plan effectivement de newsletter. D'accord? Et donc regardez ici que pour ce client, on avait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 templates de mails et de newsletter, et que dès que le site a été mis en place et que, il y avait des articles dessus, on a envoyé effectivement un email avec un nouveau site, et derrière déjà des contenus actualités. Je vous montre ceci pourquoi? Parce que, vous voyez d'abord qu'on peut faire, de la promo ici. On voit également que, vous allez pouvoir regarder ici, on a témoignage et puis là en dessous, on a remis nos bons plans. Donc vous pouvez, quand je disais tout à l'heure dans votre blog, assurez-vous d'avoir des options d'affichage. Ça veut dire que selon le moment du mois, vous allez par exemple de temps en temps mettre, comme ici, découvrez les bons plans, et puis ici en dessous, on a plutôt nos assistances voyage, Europe Assistance. Et donc, vous pouvez changer les blocs et vous pouvez un petit peu, pas chaque fois tout faire la révolution, mais vous pouvez effectivement bouger un peu la mise en forme. Autre aspect très important, c'est de mettre ici dans le header que c'est un blog, que c'est un magazine et que donc on est dans un dispositif éditorial un peu plus de proximité. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ici, ce qui était important pour nous sur Europe Assistance, c'est de l'assistance et que donc on soit toujours dans l'imagerie et des photos positives, rassurantes et non pas où on voit tout le temps un pneu crevé de voiture, un mec sur un brancard, quelqu'un qui revient du ski avec un pied dans le plâtre. Non, vous voyez ceci par exemple, c'est un peu trop déceptif. Voilà, ici, pour moi, un incendie de voiture, comment le combattre? L'image, voilà, en plus elle est détourée alors que les autres, sont pleines et donc là, c'est très important aussi la sémiologie. Voici un exemple, à minima, de simulation, d'une agrégation de newsletters, dans Mailchimp. Donc ici, on est sur un magazine, elfondduvélo.com. À partir du magazine où paraissait au début, l'année dernière, 4 à 5 brèves par jour, on avait une newsletter hebdomadaire avec du coup l'index sur le côté et puis les titres, les chapeaux et la possibilité de partager. On a eu juste un souci, pendant de nombreux mois, on n'arrivait pas à mettre les photos dedans, maintenant c'est réglé et donc l'idée, c'est agréger automatiquement, donc il n'y a pas une intervention humaine derrière, depuis qu'on a effectivement établi le template. Ici, pareil, on a une newsletter, mensuelle sur Europe Assistance. Par contre, elle est manuelle, celle-ci et donc la maquette ici où on voit là, donc c'est manuellement qu'on va mettre l'image à la une et qu'on va avoir cet édito et les articles qui sont liés à l'éditorial effectivement. Et sur le côté aussi, puisqu'on a une action particulière et on va avoir un incitant particulier. Autre exemple ici, une communauté de motards. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 articles par semaine avec des interviews, avec des articles de fond sur la valeur utile et derrière, on a effectivement une newsletter mensuelle avec un édito. D'abord l'interview du mois, le motard du mois et puis en dessous du motard du mois, on va avoir également l'interview expert du mois et puis des contenus de fond et un chiffre, un repère du mois également. Alors on peut avoir du coup
un système où c'est le blog qui va nourrir la newsletter, mais on peut avoir l'inverse aussi. Ici, chez Touring Assurance, du groupe AXA, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a commencé à d'abord faire une newsletter mensuelle qu'on optimisait déjà pour le SEO, les titres, les chapeaux, étaient les balises description, le mot-clé était dans le titre, était dans le chapeau et dans l'article derrière. Et au bout de plus ou moins 6 mois, eh bien, ils ont référencé tous ces articles et donc ils ont ouvert effectivement au moteur de recherche tous ces articles et c'est devenu une sorte d'imag, hein, e-magazine VIA, qui reprenait tous les articles auto, moto et habitation. Et donc, c'était devenu un blog. Donc, on a commencé par une newsletter et en calibrant bien les contenus, c'est devenu un blog. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien savoir en résumé? Bien connaître vos cibles, leurs attentes et quelles vont être vos réponses aux attentes et prioriser également vos cibles pour mieux établir votre calendrier des contenus. Faire une cartographie des contenus, c'est-à-dire aller voir dans votre domaine à vous quels vont être les sujets qui scorent le mieux dans Google, mais également qui sont les plus recherchés. À partir de là, de faire des ensembles référentiels, et un lexique référentiel avec les différents sujets que vous pourriez aborder pour du coup avoir une cartographie des contenus et d'ailleurs des rubriques. Question sur le dernier exemple. Sur ceci, Marika? Donc les internautes ne pouvaient pas retrouver les articles en ligne avant le blog, je veux dire. Si, en fait, Marika, ils pouvaient, c'est-à-dire que de la newsletter, ils cliquaient sur le micro-contenu et ils arrivaient derrière sur une page web. Mais en référencement naturel, si vous tapiez l'expression dans l'article de la newsletter, vous ne le retrouviez pas parce que sur Google, ce n'était pas référencé. Vous voyez l'idée? C'est un peu comme quand vous ouvrez votre WordPress, vous allez voir dans les paramètres WordPress où il est mis cacher ce ou ne pas afficher ce blog dans les moteurs de recherche. C'était des pages rattachées à quoi? C'était des pages qui étaient rattachées, c'était en noindex, voilà, c'est ça, exactement. Elles suivaient les URL du site, donc il y avait effectivement une écriture URL sur le site de Touring Assurance qui vendait de l'assurance auto, de l'assurance habitation et de l'assurance moto. OK? Donc c'est juste qu'avec le référencement naturel, donc il n'y avait pas de trafic naturel dessus. C'était que du direct ou de la promotion via un article Facebook, si tant est qu'il le faisait à l'époque. Est-ce qu'après ils ont supprimé ces pages sur le site? Et est-ce qu'après ils ont non, ils n'ont pas supprimé du tout les pages du site, c'est simplement qu'ils ont fait sauter le noindex. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils ont accessibilisé ces pages-là pour Google et donc ils ont pu en faire la promo comme étant leur blog. Et donc là, ils ont commencé à en parler sur Twitter, sur Facebook, etc. Mais après 6 mois seulement. Donc du coup, après 6 mois, donc ça veut dire 6 articles auto, 6 articles habitation, 6 articles moto. Ben, oui et non. Ils voulaient d'abord voir comment les gens, réagissaient à leur contenu, voir un peu si, leur lectorat était en phase avec le contrat de lecture et s'assurer d'avoir une politique de contenu qui soit, bien réfléchie avant de tout ouvrir tout de suite et voilà. Et puis c'est surtout qu'ils avaient absolument pas non plus à l'époque, dans les premiers 6 mois, ils n'avaient pas assez, on va dire, de bouteilles dans tout ce qui était content marketing, donc ils voulaient y aller prudemment. Donc moi, je trouve que ça peut être tout à fait, ça se défend tout à fait. Donc au niveau de la segmentation des contenus, à partir du moment où vous avez votre cartographie des contenus, derrière, on va avoir la segmentation des contenus, c'est-à-dire que on va reprendre ces différentes thématiques et on va les ventiler dans différentes catégories. Après ça, on va évidemment planifier tous les contenus, semaine 49, semaine 50, semaine 51, avec le titre, l'auteur, la problématique, le format, le call to action, le mot-clé SEO, quelle distribution, quelle date de publication. OK. Et vous voyez qu'ici, si on a 4 cibles, B2B A, B2B B, B2B, B2C A, B2C B, donc là, il y a vraiment un planning éditorial qui se met en place. Et voilà. Bah, décidément, c'était très abrupt sur ce coup-là. Donc l'idée ici, c'est quoi? Excusez-moi, je suis tombée un peu comme un cheveu sur la soupe, mais voilà. Donc l'idée, c'était, revoir le slide de la planification. Oui, on y est, effectivement. Judith. Et donc ici, c'est quoi? C'est l'idée effectivement que,
On laisse rien au hasard. Dans le planning, regardez, vous voyez ici, planning propre, fil rouge, micro-contenu, et cetera. C'est l'idée effectivement qu'on garde bien la maîtrise en fait de son, calendrier. Regardez qu'on a même plus, je vais essayer de le zoomer un peu plus grand. Hop. Il y a les micro-contenus cible 1, cible 2, cible 3, cible 4. C'est typiquement ce genre de micro-contenu qu'on va retrouver le repère, la citation, et cetera. Quel outil de planification? Comment faire la cartographie des contenus? Alors, quel outil de planification? Ah, celui qui précède la planification. Alors, on reprend. Ici, je vais recommencer à la cartographie. Comment est-ce qu'on fait la cartographie? Vous connaissez votre sujet. On va dire votre sujet, c'est, je prends cette communauté de motards là, Moteur Addict. Qu'est-ce que c'est les sujets sur Moteur Addict? C'est de la moto, c'est des motards, donc on va faire l'usage, l'équipement, le voyage, rouler ensemble, rouler seul. Donc vous allez voir un peu à travers, si vous voulez, tous les contenus que vous pourriez aborder, vous allez aller voir comment ces contenus sont recherchés ou pas. Donc il faut faire aussi un benchmark, aller voir comment font les autres. Et puis voir ce que les autres font beaucoup et que, du coup, vous n'allez pas les faire aussi, hein. Les contenus concurrentiels, on essaiera de pas trop les faire. On fera surtout des contenus que les autres ne font pas. À partir de là, vous allez formuler ça en thématique. Donc allez voir des magazines papier, allez voir comment font les autres, reprenez des rubriques et à partir de là, vous allez aller voir dans Google le planificateur de mots-clés et vous allez voir dans Google également Suggest et dans Google Recherche associée pour voir si ces contenus sont très recherchés ou pas très recherchés. Et c'est ça que ça nous donne en fait, ceci. Regardez, nous dans notre domaine, c'est quoi notre fonds de commerce et notre cœur de métier? C'est de l'architecture d'information, c'est du design d'interaction, c'est du design visuel, c'est du design management, c'est de l'expérience utilisateur, c'est du design d'information. J'ai compris Stéphane, j'y arrive. Et donc, à partir de là, on va aller chercher des synonymes et des mots qui sont là, voilà, dans ces sujets-là et qui vont nous permettre effectivement de voir ce que les gens vont rechercher. On rentre dans le SEO, là, d'accord? Puis, on va en faire des thématiques globales qui sont prioritaires et qui seront affinées dans le temps. Et on va avoir du coup plusieurs thématiques qui vont être, comme je disais, pour les motards par exemple, ma sécurité, mon équipement, évasion et je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va avoir en moto, qu'est-ce qu'on a dit? Équipement, sécurité, mécanique peut-être, d'accord? La ceinture à moto, c'est une excellente idée ça, Stéphane. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir déjà regarder, il y a des tags ici sur le côté et on va pouvoir avoir des sujets. Typiquement sur le voyage, à moto, vous allez mettre partir loin, l'équipement pour le voyage à moto, les destinations, les plans, les hôtels, les hébergements, les opérateurs touristiques pour les voyages à moto. Donc là, il y a une pléthore de sujets derrière voyager à moto. OK? Donc ça, c'est pour la cartographie, la segmentation des contenus. Dans la planification des actions, alors là, pour le coup, Stéphane, ici, il n'y a pas excellents outils de planification généralement, malheureusement. On se retrouve très souvent dans des outils soit très chers et payants, soit de la bonne veille d'infos. Oui, vous avez raison, Anne. Du coup, c'est du Google Analytics. Du coup, ça va être des Google Alerts également. Du coup, ça va être du Feedly. Ça va être aussi les outils que vous allez avoir autour de vos médias sociaux. Si vous utilisez par exemple Hootsuite ou si vous utilisez TweetDeck. Et puis ça va être également, voilà, merci Lucille, nous on utilise Proud Social qui est excellent parce que dedans on rentre carrément nos fils RSS et on a tout sous la main. On a les commentaires des gens sur nos pages Facebook, sur notre Twitter, etc. Et ne pas oublier, et ça effectivement, Basecamp, Hootsuite, exactement. Basecamp est pas mal effectivement Stéphane pour ça. D'ailleurs, nous, avec nos clients, là, maintenant, on est passé dans un CRM intégré sur Odoo, mais sur Basecamp, on utilisait le calendrier Basecamp pour faire effectivement des calendriers éditoriaux. Sachez qu'il y a un super plugin dans WordPress qui s'appelle Editorial Calendar, qui vous permet effectivement de mettre en place un calendrier éditorial, très très bien foutu également, et d'assigner du coup des articles à vos auteurs. Et sinon, je vous dis, il y a des solutions dédiées, mais assez chères, je trouve, plutôt côté US. Alors là, c'est peut-être le coup aussi, oui,
dans l'écart, hein, où on disait ils sont plus avancés que nous, c'est sans doute effectivement au niveau logiciel et dans les solutions. Omniplan, ouais, de OmniFocus et autres, mais c'est pas beaucoup utilisé. Est-ce qu'il est en cloud en plus aujourd'hui? Sinon, il y a un bon Google Calendar aussi, hein, qui fonctionne très, très bien. Omniplan est en cloud aujourd'hui. Trello, très, très juste effectivement, qui fonctionne bien aussi. L'idée, c'est plus de savoir ce qu'on va mettre dedans. Vous savez, nous, on a des calendriers éditoriaux en Google Calendar et à chaque fois, je fais du custom selon le client ou on fait mes chargés de projet et c'est selon le client et selon les sujets et la variété aussi et le volume, qu'on va aller, sophistiquer ça. Voilà, chers amis, il est 15h41 ou 15h35, ouais 15h40, j'ai débordé comme d'habitude. Oui, Sabrina, c'est parfaitement possible. Danke schön, Stéphane. Avec plaisir. Sabrina, on peut et puis n'oubliez pas aussi que, de toute façon, si vous mettez votre, blog WordPress en sous-domaine de Presta, c'est tout à fait intégrable, hein. Avec plaisir, Raphaël. Tant mieux, Catherine. Merci, Anne. Avec plaisir, Marika. Tant mieux, Lucille. Vous n'avez pas perdu votre temps, c'est le principal. Donc pour ceux et celles qui veulent encore, ou celles et ceux d'ailleurs, qui veulent encore télécharger le PDF, c'est par ici. Avec grand plaisir, Nadia. N'hésitez pas, tant mieux, Alexandra. Et puis bon travail. N'oubliez pas aussi de bien toujours aller voir, chouette Sabrina, bien aller voir effectivement, ailleurs. Avec plaisir, Stéphane. Quand on aime, on ne compte pas. De rien, Daniel, au plaisir. Et puis voilà, n'oubliez pas l'important quand même, c'est la créativité et vous distinguer des autres, hein. Donc tout ça ici, c'est vraiment des outils qui vont des outils stratégiques sur le fond, sur vraiment le côté marketing, tant mieux Lucie. Mais vraiment le plus important, c'est quand même aussi de la créativité. Allez voir comment font les autres et faites pas pareil, quoi. Donc les formats, hein, les types de contenus et cetera, c'est très important. Allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous en prie, Sylvain. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère à bientôt sur Webikeo ou ailleurs. Salut à tous.